bonne année 2021. Alors aujourd'hui, 2-3 sujets. C'est le premier numéro de l'année, donc je vais vous parler de... Alors limbique, c'est un mot, mais c'est deux sujets, parce qu'en fait, j'ai fait une recherche sur ce mot, limbique, comme système limbique, en fait, etc. Et puis du coup, j'ai trouvé deux choses intéressantes, en rapport bien sûr avec le thème d'X-Eric Mac, donc je vais vous en parler tout de suite après. Je vais parler de WebOS. Alors WebOS, ça va rappeler des souvenirs aux plus anciens, puis je vais parler aussi d'Intel, des processeurs RISC-V et de ce qui est en train de se passer, alors sans qu'on le voit trop, mais vous verrez, il y a des choses qui vont changer dans les activités. Alors, si je commence avec Limbic, donc L-I-M-B-I-C, j'ai tapé Small Joe et je suis tombé par hasard en fait sur deux trucs complètement différents, donc, qui s'appellent pareil. Donc un projet Kickstarter qui s'appelle Limbic, qui est un projet en fait de jeu interactif et en fait de coach physique, mais globalement c'est dans le domaine des jeux interactifs et c'est dans le sous-domaine des coachs physiques. Et donc en fait c'est un projet Kickstarter qui est en cours en ce moment, en janvier 2021 donc, et pour lesquels en fait alors il faut avoir une grande pièce. C'est on va dire c'est une amélioration de Wii Fit, hein, de tout ce que fait Nintendo en fait, avec les jeux en fait qui fonctionnent avec ces consoles et qui permettent de faire du sport, du yoga, de l'aérobic, etc., du fitness. Et donc ce service Limbic en fait vous propose d'avoir, avec un vidéoprojecteur, donc déjà faut-il en avoir un, et un système qu'on accroche au mur et faut un grand mur blanc. En fait le vidéoprojecteur va projeter des choses et le dispositif que vous avez mis sur le mur, lui, va du coup interpréter ce qui se passe, donc vos faits et gestes, et aussi les interactions que vous avez avec le mur. Et là où c'est intéressant par rapport à Wi-Fi et autres, c'est que l'interaction avec le mur en fait joue dans le jeu. C'est-à-dire que vous pouvez jouer avec des balles, les jeter contre le mur, il sait où vous mettez les mains sur le mur si jamais il faut interagir comme ça, et donc du coup ils en font une déclinaison aussi pour des jeux pour enfants, où il faudrait jeter des balles sur des tortues par exemple, parce que tu as reconnu la tortue, où il faudrait faire un certain nombre de choses, et puis même pour des adultes qui pourraient jouer en groupe à plusieurs pour aller taper, faire des morpions, des trucs. Donc il y a plein d'exemples dans la vidéo qui est proposée, et je trouve que c'est une approche intéressante. À la limite c'est à Nintendo de la proposer. Je pense que plutôt que de le faire en Kickstarter, ils auraient pu le proposer à Nintendo. Peut-être l'ont-ils fait, que Nintendo leur a dit démontrer d'abord que ça fonctionne avec un Kickstarter, comme Facebook a racheté en fait Oculus, hein. Donc aujourd'hui je pense que cette idée elle est très bonne. Peut-être pas pour chez soi, parce que tout le monde n'a pas un chez soi assez grand en fait pour faire ça, notamment dans les villes, mais du coup dans des salles dédiées en fait, hein, en termes de loisirs, et puis surtout en fait dans le cadre d'une offre de logiciel. Ce genre de système ne peut fonctionner que si vous avez un jeu en fait qui permet de l'utiliser. Et je pense que ce qui va pêcher en fait, c'est que là on aura le dispositif si on l'achète sur Kickstarter, sachant que c'est plus de 1000 balles, hein, en fait, hein, donc c'est pas donné, mais qu'il n'y aura pas de contenu. Hein, parce que la boîte qui le fait, je pense qu'elle va mettre l'argent dans la conception du produit, puis dans les contenus, elle va chercher des tiers, mais qui va développer un truc qui a été vendu à 50 exemplaires sur un Kickstarter, hein. Donc c'est là où bon, le modèle est à trouver, mais si derrière Nintendo le reprend, alors là ça change d'échelle et on verra ce qui se passe. Donc ça c'est Limbic, je trouve c'est rigolo parce que on innove toujours dans l'immersion, et c'est mon sujet en fait, hein, j'ai fait plusieurs vidéos et articles sur l'immersion. Donc pour moi en fait aujourd'hui, le jeu vidéo, il y a un marché immersion en fait qui n'est pas encore exploité à fond et qui va devenir de plus en plus un marché qui va se développer, qui va pas devenir le marché prédominant. Le marché prédominant du jeu vidéo c'est assis, hein, devant son écran, mais le marché du jeu vidéo où on n'est pas assis, on n'est pas passif, simplement c'est-à-dire que la manette à la main, est un marché. Nintendo est l'un des seuls à l'avoir bien compris, qui est un marché que les gens veulent en fait pouvoir partager. Premier Limbic. Deuxième Limbic, c'est une application, alors en deux parties, téléphone, smartphone et ordinateur, et troisième partie même avec son médecin. Alors médecin, pourquoi? Parce qu'en fait Limbic en fait c'est un mood monitor, c'est-à-dire c'est un moniteur de mood, de comment dire en français, d'état d'esprit, d'accord? Et donc qu'est-ce que ça fait? C'est-à-dire vous installez l'application sur donc Limbic sur le smartphone, et en fait l'application va regarder, donc là bon c'est intrusif, hein, tout ce que vous faites dans votre smartphone, et dans des moments ou dans certaines actions, elle va vous demander quel est votre état d'esprit. Là je suis malheureux, je suis triste, par exemple je reçois un SMS, qu'est-ce que ce SMS t'a évoqué? Je suis malheureux, je suis triste, etc. Et l'application se connecte avec la montre connectée pour avoir également votre activité, donc sanguine, etc.,
cœur, hein, puisque c'est une montre comme ça, par exemple, je redis, ma G-Shock là, elle mesure en permanence mon battement cardiaque, et là elle me dit que là j'ai le cœur bat très fort d'être avec vous en ce moment en ligne et sur cette vidéo. Donc l'application, elle va voir ce que vous faites, vos rendez-vous, vos interactions, les échanges avec les gens, elle va vous demander si ça vous a rendu heureux, malheureux, etc. Tout ça, c'est stocké dans le téléphone, pour moi, c'est super intéressant. Et derrière, vous pouvez, si vous êtes en contact avec un analyste, un psychologue, un praticien, donc vous l'exploitez vous-même sur votre propre téléphone, mais lui, il peut vous donner toutes les données pour qu'il travaille avec vous sur, si vous suivez une thérapie, en fait, pour qu'il puisse vous aider. Et là, je trouve c'est intéressant parce qu'il y a l'aspect self-measurement, c'est-à-dire je me mesure moi-même comme on le fait avec sa montre connectée, mais c'est sur l'aspect mood, donc c'est un peu nouveau parce que c'est pas que sur l'aspect santé, etc. Mais aussi, je transmets les données au médecin qui me suit, au praticien qui me suit, parce que lui, il va pouvoir aussi les analyser peut-être plus en profondeur et surtout adapter le traitement, au sens traitement pas médicamenteux, mais traitement de travail sur soi, à l'activité que je suis en train de, aux données que je suis en train de lui communiquer. Et là, je trouve vraiment que c'est hyper intéressant d'avoir maintenant ce genre d'application, c'est-à-dire qu'ils vont un pas plus loin, c'est-à-dire qu'il y a le physique, donc le self-measurement physique, donc cœur, machin, etc. Je me lève à telle heure, je me couche à telle heure, et maintenant on en vient au mental, hein, à l'immatériel, donc comme dans quelle ambiance je suis, est-ce que je suis stressé, est-ce que je suis abattu, est-ce que je suis heureux, est-ce que je suis malheureux, à quel moment dans la journée, avec qui, pour quelles raisons, et comment je vais travailler sur moi pour améliorer ma performance, parce qu'à la fin, ce qu'on veut tous améliorer, c'est sa performance, et c'est là que ça peut devenir puissant. Donc moi je trouve que c'est intéressant, même si je trouve que c'est en même temps intrusif, parce que vous donnez tous les droits à cette application pour voir tout ce qui se passe dans votre téléphone. C'est une application qui est intéressante et qui, je pense, mérite qu'on en parle, parce que alors c'est assez nouveau, hein, sur l'éditeur, là, sur le Google le Google application, et il n'y a pas d'avis encore, il n'y a personne qui n'a mis un avis. Donc je me dis, est-ce que c'est parce que c'est peu utilisé, ou est-ce parce que les gens qui l'utilisent ne mettent pas d'avis? Bon, on n'en saura jamais, mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà pour ces thématiques limbiques, on va dire, qui sont le même nom pour deux sujets très différents. Alors, deuxième sujet, le WebOS a été mis à jour sur les écrans LG. Alors pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait j'en ai rien à faire, mais si, ça m'intéresse. Parce que j'ai été un des défenseurs en fait de WebOS à l'époque où WebOS appartenait à Palm. Parce qu'en fait, quand on dit LG met à jour le WebOS, c'est l'OS des Palm. Il faut savoir que quand Palm a été racheté par HP et que HP a décidé de tuer la marque Palm, ils avaient comme actif le nouvel OS qui venait d'être développé. On était au début, hein, des smartphones. À ce moment-là, l'iPhone commençait, etc. Et donc cet OS, une branche est devenue open source et une branche a été vendue à LG. Et depuis ce temps-là, tous les moniteurs, tous les écrans, LG, les écrans de télévision, fonctionnent avec WebOS, alors que beaucoup d'autres écrans de télévision fonctionnent avec un dérivé d'Android, en tout cas sur le même socle technique. Donc ça veut dire qu'en fait on a vraiment un écosystème LG avec des applications qui sont en fait des applications entre guillemets compatibles avec les vieilles applications qu'on avait en fait sur les systèmes Palm. Même si ça a beaucoup évolué et qu'en fait je pense que c'est plus compatible. Et donc LG continue de développer ce système et donc vient de mettre à jour ses moniteurs sur le nouveau WebOS, et je trouve ça assez intéressant en fait d'en parler, dans le sens où on est vivant même quand on est mort. C'est-à-dire que le Palm, qui a inventé l'organisateur personnel, le smartphone, avant Apple bien sûr, mais avant tout le monde, et surtout avant aussi RIM qui faisait les téléphones, donc les BlackBerry, voilà, avant BlackBerry, hein, puisque BlackBerry est arrivé tout de suite après avec ses téléphones clavier. Palm faisait des téléphones clavier en fait, hein, au départ, puis après il passait sur un téléphone donc clavier avant d'arrêter. Et donc qui a fait ça? A développé une technologie qui est aujourd'hui toujours existante dans les téléviseurs, donc elle se voit pas parce qu'en fait c'est pas connu, parce que personne ne fait attention à l'OS de son téléviseur alors qu'il fait attention à l'OS de ton téléphone. Allez savoir pourquoi. On se dit peut-être que la télé c'est juste de changer les chaînes. Et donc voilà un petit peu qu'est-ce que c'est devenu au fil du temps, et des sessions et des arrêts de production. Donc WebOS dans les écrans LG. Si vous êtes un nostalgique, vous achetez un écran LG, vous retrouverez un petit bout
de palme à l'intérieur de l'écran LG. Dernier sujet, je ne sais pas si vous avez regardé sur Intel, ça va mal pour eux. Apple a décidé de faire son propre processeur, Microsoft annonce qu'il va aussi peut-être regarder pour faire le sien. Qu'est-ce qui se passe? J'avais déjà analysé ça. En fait, il y a deux phénomènes stratégiques très importants qui se déroulent aujourd'hui sur le marché du matériel informatique. Première tendance, faut savoir qu'il y a deux types de processeurs. Les processeurs RISC, ce sont les processeurs type ARM, ce sont ceux qu'on a dans nos téléphones. Ce sont des processeurs qui fonctionnent avec un système d'instruction réduit, ça veut dire RISC, ça veut dire Reduced Instruction, je sais plus quoi. Donc système d'instruction réduit, c'est-à-dire des processeurs qui ont besoin de tourner moins vite pour faire le même traitement parce que leur système d'instruction est réduit. Et les systèmes CISC, qui sont ceux que Intel développe depuis toujours, donc complexe Instruction Set, donc un système d'instruction complexe. Et donc c'est pour ça qu'au départ, quand on parlait des processeurs, maintenant moins, on parlait beaucoup du nombre de mégahertz parce qu'il fallait augmenter le nombre de mégahertz pour accélérer le processeur, puisque comme les cycles étaient complexes, il fallait qu'il en fasse beaucoup plus en une seconde, alors que sur les processeurs RISC, qui étaient des processeurs type par exemple Motorola, qui avait dans les Apple au début, c'était pas aussi important, et donc un processeur par exemple à 33 MHz RISC était beaucoup plus puissant qu'un processeur à 66 MHz CISC par exemple. Donc voilà pourquoi Intel a beaucoup communiqué sur ce chiffre, parce qu'il était toujours plus haut que les autres, alors qu'en réalité c'était une faiblesse. D'accord? Donc voilà pour le marché. Et donc aujourd'hui, dans les téléphones portables, il n'y a que des processeurs RISC. Et première chose. Et donc Intel n'en fait pas. À partir de là, aujourd'hui sur le marché, ceux qui font des processeurs RISC, ce sont d'autres fondeurs. Et il y a une convergence, deuxième phénomène, qui s'opère entre le monde de la téléphonie et le monde de l'informatique. Aujourd'hui, en fait, la différence entre un téléphone et un ordinateur en termes de puissance, elle est quasiment nulle. D'accord? C'est-à-dire que quand vous ouvrez un ordinateur portable aujourd'hui, la carte mère du téléphone portable, de l'ordinateur portable, elle est aussi grosse qu'un téléphone. Ça veut dire qu'on pourrait la mettre dans un téléphone et faire téléphone avec. Et inversement, une carte de téléphone peut faire tout ce que peut faire un ordinateur, sauf que il faudrait brancher un clavier, etc. Donc, à partir du moment où on dit qu'on converge, et que donc, ce n'est pas la même compilation sur un RISC et sur un CISC. Donc, je converge, mais j'ai un monde CISC et j'ai un monde RISC. Donc à partir du moment où je veux, moi constructeur, donc type Apple ou type Microsoft, qui a compris que l'avenir c'était aux ordinateurs tablettes et aux smartphones, et qui veut faire converger, il est obligé de se passer d'Intel, parce qu'Intel ne pourra pas le proposer. Intel ne fait pas de processeur pour les téléphones. Et donc pourquoi il y a cette dépendance? Intel en fait ne fait pas évoluer sa technologie depuis plusieurs années. Si vous suivez les ordinateurs Intel, vous n'avez pas entendu parler de révolution, c'est juste des améliorations. Et de l'autre côté, il y a tout le monde des smartphones qui a explosé, et tous les usages autour des processeurs RISC qui sont maintenant partout, d'accord, qui ont explosé. Et donc à partir de là, les grands constructeurs disent Intel, ça correspond plus, on va faire notre propre système pour pouvoir faire converger notre univers autour de la technologie RISC. Et ce qui se passe pour moi, c'est ce moment-là, et Intel aujourd'hui est en grand risque de voir le marché basculer du côté. Donc ça veut dire que Motorola avait raison bien avant lui, mais malheureusement le marketing d'Intel était meilleur, basculer côté processeur RISC. Et donc si Apple y va, si tous les constructeurs de téléphones y sont déjà, et la plupart sont aussi constructeurs de PC, Lenovo, LG, Sony, tous ils font aussi des PC, d'accord. Donc ça veut dire que ça va avoir un poids. Eh bien, Intel va se retrouver tout seul sans client. D'accord. Alors bien sûr, ça ne va pas se passer comme ça. Intel n'a plus de clients, donc ils ont quand même d'autres métiers que ça, mais ils n'ont pas de processeur qui correspond à cette demande-là. Et donc voilà ce qui se passe sur le marché, et ça c'est quelque chose d'important qui est en train de se jouer. Alors ça se voit pas, mais quand vous relisez maintenant les annonces en les analysant de cette manière-là, pourquoi ils font leur propre processeur, quelle est la technologie de ce processeur, pourquoi il y a une convergence des matériels entre la grande tablette professionnelle, les ordinateurs, pourquoi ça va constituer plus qu'un seul marché, eh ben, on a l'explication quand on analyse de cette manière-là. Voilà pour ces sujets d'aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine et puis je vous dis à bientôt.